Bonjour, merci pour cette invitation. Mon travail ne porte pas vraiment directement sur les sports. Il y a un contexte qui m'a amené donc à Londres. J'aimerais juste parler un petit peu de ma démarche et comment j'en suis arrivé là à cette intervention à Londres. Je viens de l'architecture. Je dois dire qu'après 6 ans d'études en architecture, j'ai été plutôt dans une genre de comment on pourrait dire, décomposition de mon apprentissage ou du travail plus académique. Et j'ai voulu, dès la sortie, faire une première expérience qui était avec une installation que vous voyez ici dans l'image, qui est une installation qui a été réalisée pour le Centre d'artistes d'Arda et qui consistait simplement à vivre pendant 2 semaines sur un terrain vacant au coin de Jeanne-Mance et Sherbrooke. Donc, c'était mon espace de vie sur le site, mon cabanon où je recevais finalement les visiteurs aléatoirement. Je ne rentrerai pas dans les détails de l'installation. C'est un élément qui avait été construit sur un autre site et qui présentait 24 heures en direct de l'autre site sur ce site-là. Donc, un site rural, en même temps, un site urbain. Fait que si on rentrait à 5 heures, il était 5 heures sur l'autre site. C'était une façon un peu d'isoler aussi le visiteur dans cet espace-là. Mais ce qui m'intéressait beaucoup plus dans cette recherche-là, après mes études en architecture, c'était de regarder un peu la vie de l'architecture une fois construite. En fait, tout ce qu'on ne nous apprend pas et tout ce que l'on ne vit pas, évidemment, à travers des projets fictifs, que l'on crée souvent à des tailles assez gigantesques à travers nos études. Donc, cette vie après l'architecture, pour moi, était important de découvrir à travers un projet où, finalement, comme individu, ce qui est un peu à l'encontre un peu de notre culture architecturale, on se vulnérabilise finalement. L'architecture est souvent tout sauf la vulnérabilité. On est toujours dans un univers souvent de certitude, dans un univers où on doit convaincre, un univers qui est assez autoritaire aussi. Donc, c'est voir un peu comment on peut être vulnérable à une situation, comme individu, où finalement le rapprochement entre l'individu et l'élément qu'on crée devient comme une symbiose finalement, ou des éléments qui ne sont pas disconnectés. Les autres éléments aussi qui m'intéressaient beaucoup, c'est de voir comment, comme je disais, l'usure, comment un petit cabanon vieillit, comment il prend l'eau, comment il s'adapte à un contexte, comment finalement les visiteurs ne sont pas nécessairement les visiteurs auxquels on aurait pu s'attendre. Je pense que c'est aussi un autre aspect souvent dans l'architecture, c'est qu'on se fait des programmes fictifs, on invente une clientèle, on invente un public, et on s'adapte peu à des situations. Et le programme est souvent prédéterminé. C'est souvent la faille ou la difficulté à travers l'architecture. C'est sa capacité, à travers son programme, de s'adapter à des situations qui sont plus aléatoires. Donc, c'était un peu mes premières expériences à travers ce projet-là. Donc, évidemment, je ne rentrerai pas dans toutes les anecdotes, mais qui m'ont appris énormément de choses à travers ces 2 semaines assez intenses. Donc, après ce projet-là, j'ai fait la rencontre, en fait, dans ce cabanon lui-même de Luc Lévesque, avec qui j'ai formé l'atelier d'exploration urbaine qui s'appelle SIN. Et notre premier projet était encore là pour y aller très brièvement, parce que c'est un projet qui a duré pendant 1 année. On a disséminé une vingtaine de tables de pique-nique à travers la ville de Montréal pour l'événement Les Commensaux avec Skoll. Et je pense que notre intention par rapport à ce projet-là était, je pense comme exercice de se détacher de l'objet, de se détacher de la conception de l'objet, mais de penser plus à le site et l'implantation, toutes les tactiques d'implantation et la richesse que ça peut avoir par rapport à toutes sortes de sites que la Ville de Montréal pouvait offrir en termes de disponibilité. Un autre point, puis je pense qu'il va revenir après, je vais parler un petit peu plus précisément du site à Londres. Un désir aussi d'accorder une attention à des lieux auxquels peut-être le macro n'accorde pas. Donc ici, un exemple où une première table avait été installée dans la petite Bourgogne,
dans un espace d'HLM qui avait un espace, comme vous pouvez voir, assez vide, sans aucune forme d'attention. Donc, c'est aussi venir, en fait, accorder une importance à ces éléments-là qui font partie de la vie, mais qui sont évidemment délaissés dans un système plus vaste et plus grand de la structure municipale, si on veut. Aussi, bon, évidemment, il y a beaucoup de sites. Là encore, ça a été documenté pendant plus de 10 ans. C'est un point très important pour nous de voir un peu comment les éléments, là encore, se transformaient avec le temps, apparaissaient ou disparaissaient, lesquels disparaissaient, dans quelles circonstances. Une table ici avait été installée comme des ronds-points qu'on connaît beaucoup. Je viens de voir même un article récemment sur ces ronds-points, qui sont un peu des espaces encore là, qui sont intéressants parce que c'est des espaces qui se veulent beaucoup des espaces, comme on a de plus en plus de représentation, qui ne sont pas des espaces qui se veulent nécessairement des espaces à vivre, mais des espaces à purement représenter comme espace public. Alors, juste pour dire que quand on a installé cette table, beaucoup des citoyens qui étaient autour se demandaient vraiment qu'est-ce que la ville avait pu penser d'installer une table de pique-nique là. Mais c'est là qui différencie, je pense, ces tables de pique-nique. La table de pique-nique n'a rien d'extraordinaire, la ville en installe. C'est vraiment dans la façon qu'elle s'ancre, dans quelle situation qu'elle sent, qui fait, je pense, qui lui donne sa spécificité. Donc, ce projet-là a mené, à vrai dire, il y a eu bien d'autres projets entre les deux, mais est venue cette résidence du Conseil des arts du Canada à Londres, chez Space, dans l'est de Londres. Et le projet que j'avais proposé, sans savoir exactement comment ça allait se développer, c'était de revenir un peu à cette idée-là, mais d'avoir de faire un genre de répertoire ou de venir chercher des éléments qu'on pouvait observer dans notre vie quotidienne, qui étaient au niveau des actions que les gens pouvaient poser, qui n'étaient pas nécessairement nos actions. Donc, c'était une façon aussi de s'extraire, de soustraire un peu toujours sur l'intérêt qui est toujours centré sur nous-mêmes, mais plus par rapport à comment on peut absorber, comment on peut intégrer ces éléments-là qu'on observe à travers une plateforme et qui, par la suite, à travers différents ateliers qui ont été organisés depuis plusieurs années, peuvent être reconfigurés et discutés par d'autres. C'était un peu une intention aussi de mélanger un peu des non-experts et des experts. Encore là, quelque chose qui est peu fréquent aussi en architecture, c'est cette idée que d'autres qui ne sont pas nécessairement les connaisseurs aient nécessairement un engagement dans l'espace et quelque chose à nous faire réfléchir aussi à travers ces micro-actions et l'espace, qui peuvent mener inévitablement vers un projet collectif lorsqu'ils sont aussi peut-être accordés une certaine attention. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails, évidemment, de cette plateforme qui s'appelle Adaptive Actions, qui a été créée donc pendant cette résidence. Vous voyez des exemples aussi simples que ça, qui vraiment, ici, 3 pierres qui ont été positionnées et vraisemblablement trouvées sur le site pour créer un passage pour certaines personnes. Le don, la générosité, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup à travers ces actions-là, mais aussi la non-signature et puis, inévitablement, étant donné qu'il n'y a pas de signature aussi, la possibilité de transformation par les autres et d'appropriation par les autres. Donc, ça, c'est un exemple très, très simple, mais il y en a beaucoup. Pour venir dans le contexte de Londres, le contexte de Londres, excusez, à l'arrivée des Jeux olympiques, en fait, beaucoup avant, évidemment, on sait tous, ces Jeux olympiques, ça peut prendre 7-8 ans avant même que les Jeux se concrétisent. Mais en septembre 2007, lorsque j'arrive à Londres, un mur est créé autour du site olympique. Ce site olympique est gigantesque. Il est beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'on pourrait s'imaginer par rapport au site de Montréal. Et le mur qui est monté et construit à plus de 17 kilomètres autour de cet espace-là qui crée évidemment une énorme séparation entre ce qu'on voit ici, Stratford, et l'est de Londres, dans lequel le centre d'artistes avec lequel j'étais était entièrement ancré. Donc, dans cet espace-là et dans cet enjeu-là et dans cette dynamique dans laquelle on s'embarquait.
Inévitablement, j'ai été complètement drainé par ça comme un aimant. C'était presque impossible d'ignorer sa présence. C'était le sujet de conversation de tous, mais c'était aussi une difficulté quotidienne de pouvoir franchir, de devoir, comme vous pouvez vous imaginer, faire tout le tour du site olympique pour se rendre finalement dans d'autres zones qui se trouvaient à être de l'autre côté. La construction du mur, c'est vraiment fait de façon... c'est vraiment une trajectoire d'une ligne, quel que soit l'élément dans son passage. Vous voyez même les arbres qui ont été pris par cette trajectoire abstraite, en fait, en grande partie abstraite dans l'espace, et souvent sans aucune considération pour quelles que soient les habitations ou les différents lieux. Oups, cette photo-là est à l'envers. Vous pouvez voir un petit peu comment la proximité et les espaces résiduels que ça a pu créer à travers sa construction. L'espace en fait, cet espace que les Jeux olympiques sont venus vider, finalement, et créer, entre guillemets, une page blanche, là où il y avait finalement une histoire assez importante en termes d'intervention artistique. C'était un des lieux où les artistes vivaient le plus dans l'Est de Londres. Fait un temps remarquer, et je pense qu'il est vraiment un cas qui se répète constamment, c'est que les Jeux olympiques s'installent souvent à l'est des villes. C'est le cas de Montréal, c'est le cas de Londres. On le sait qu'historiquement, avec l'industrialisation, les fumées allaient vers l'est, donc les quartiers plus pauvres et défavorisés étaient dans l'est. Et ça a été le cas dans Londres. Évidemment, les Jeux olympiques ne s'installent jamais dans des quartiers riches. C'est des lieux bien trop compliqués. Et c'est, comme on a pu entendre, c'était aussi, évidemment, c'est toujours un peu un vecteur pour déstabiliser un contexte et le reconfigurer et finalement faire une transformation majeure pour embourgeoiser différentes intentions à travers le prétexte des Jeux. Ces graffitis que vous voyez, en fait, cette forme d'expression était assez fréquente au niveau du site, mais il faut penser que ce site olympique, il y avait des milliers de bâtiments, littéralement, qui se trouvaient là, qui ont été tous donc rasés. Et dont une chose, à travers, juste avant que le mur soit monté, beaucoup d'artistes se sont empressés pour documenter un peu ce qui se passait, ce qu'il y avait encore sur le site avant l'arrivée du mur. Parce que le mur est arrivé et après, on a commencé les démolitions. On a retiré les gens et on a commencé les démolitions systématiques, dont une artiste ici, photographe, qui a documenté les allotments. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est quand même des contextes très sensibles, que les allotments, c'est une longue tradition anglaise qui était assez fascinante, où on a donné des terres aux urbains pour pouvoir faire leur propre espace, pour pouvoir faire pousser des légumes aussi pendant la guerre et avant la guerre. Et donc, ces espaces étaient vraiment chargés, c'était vraiment des communes, mais des communes, pas nécessairement des territoires qui sont juste des territoires en plan. Il y avait carrément des maisonnettes, il y avait carrément des espaces où même les gens vivaient, même là, secrètement, évidemment, mais il y avait vraiment un investissement. Tous ces espaces-là, donc, ont été enregistrés et ont disparu. Une chose que j'observais quotidiennement, en fait, j'ai pris goût à me promener le long du mur et de faire cette démarche-là presque quotidiennement. Et ce processus-là m'a vite montré à quel point, et ce qui me fascinait aussi, c'était cette comment on peut dire, cette obstination ou cette fascination de leur propre image des Jeux olympiques par rapport au mur bleu qu'ils entretenaient finalement constamment à tous les jours. En fait, à tous les matins, une équipe de peintres arrivait sur les lieux et repeignait les murs systématiquement. Et en discutant avec des peintres et des travailleurs qui travaillaient pour les Jeux olympiques, ils étaient au moins une équipe de 50 peintres qui se retrouvaient sur le site pour effacer toute forme de trace d'expression, de contestation, parce que la contestation était répandue. Ici, on a « fuck the Olympics », évidemment, et des fois, ça pouvait tomber dans le degré vraiment de l'objection ou des insultes par rapport au jeu. Mais ici, on voit « Fuck the Olympics » qui avait été repeint. Les peintres m'expliquaient même à quel point c'était difficile. Il fallait retracer sur les lettres une première fois avec le bleu pour repasser 2 fois après avec des rouleaux.
Donc, c'est cette fascination de leur image et m'intriguait, même si elle n'était pas surprenante.